Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Salut la team de la matrescence, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet, encore une fois, qui peut être un petit peu tabou en France, ou en tout cas qui n'est pas exploré à sa juste valeur, je trouve, même si on commence à le faire, puisque le président de la République, en 2025, avait dit que ce serait l'année de la santé mentale. Bon, ça n'a pas tout à fait été le cas, mais en tout cas il a dit le mot publiquement, donc peut-être que ça a fait émerger des conversations qui étaient importantes. J'avais envie de vous parler de mon rapport à la thérapie. Ça fait 3 ans et demi maintenant que je vais régulièrement voir ma psychologue. Donc, qu'est-ce que c'est la thérapie ? C'est le fait d'aller voir un ou une professionnelle de santé qui est formée à la psychothérapie. Et là, ça a donc une amélioration de sa vie par la parole. Il peut y avoir aussi la prise de médicaments, mais en tout cas, la psychothérapie, ça concerne ça. Pour me donner un tout petit peu de contexte, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui ont parlé de santé mentale dès le plus jeune âge. Ça a été mon cas, puisque vers 11 ans, quand on a déménagé, quand je rentrais en 6e, mes parents m'ont emmenée voir une psychologue. Et je me souviens très bien de ma première séance, parce qu'elle m'avait demandé de dessiner comment je me sentais, ce que ça représentait, mon état intérieur. Et j'ai vraiment un souvenir très fort de dessiner un arbre, un premier arbre mort, puis un deuxième arbre avec commencer à avoir des fleurs et des feuilles, et un troisième arbre avec, voilà, dans toute sa splendeur. Et je lui disais, ça, l'arbre mort, c'est qui je suis devant tout le monde. Je sais pas être moi. Et l'arbre avec plein de fleurs, plein de feuilles, c'est qui je suis vraiment. Ça m'avait marqué d'avoir réussi à expliquer ça à travers un dessin que j'avais même pas conscientisé à l'époque. C'est au moment où je l'ai dit et écrit. Et c'était hyper intéressant. Donc vous voyez, j'ai un rapport à la thérapie qui est neutre dans le sens où ça a fait partie de ma vie, où il n'y avait aucun stigma, aucun tabou autour de ça. Je suis aussi issue d'une famille où mes parents ont été en thérapie beaucoup. Alors mes parents allaient en psychanalyse, ils en sont revenus aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était très mainstream et je sais que je vais me faire des ennemis dans cet épisode parce que moi, je ne soutiens pas du tout la psychanalyse. En France, c'est un peu la base, malheureusement, des études de psychologie. Alors, évidemment, il y a du bon dans la psychanalyse, mais de manière générale, pour moi, c'est pas un endroit où je me tournerai pour pouvoir aller mieux. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi j'ai été voir une psychothérapeute à l'âge de 11 ans. J'ai été en voir une deuxième, j'y suis allée quelques séances. J'y suis allée en voir une deuxième quand j'avais 17-18 ans aux États-Unis. Et donc c'est là où ça a commencé pour moi le cheminement vers la thérapie. Donc je suis partie aux États-Unis quand j'avais 17 ans. J'ai refait une terminale là-bas et toute ma famille américaine allait en thérapie. Et je me souviens très bien que ma mère me parlait de thérapie. Elle me disait souvent, par contre, c'est en psychanalyse, on voit pas des gens de la même famille. Ok. Aux US, c'était pas ça. Aux US, c'était pas de la psychanalyse, c'était de la psychothérapie. Et tout le monde dans la famille allait voir la même personne, donc ça s'appelait Murray. Et ça a été vraiment ma plus grande porte d'entrée sur la thérapie. J'allais pas très bien aux US, mais bon, c'est normal, c'était un changement de vie énorme. Je vivais dans une nouvelle maison, nouvelle culture, nouvelle famille, nouveau lycée, nouveaux amis, nouvelle langue. Et donc, j'ai commencé la thérapie en anglais. Et j'ai trouvé ça fascinant de parler
de mes problèmes en anglais parce que je me suis rendu compte, et ça va parler à beaucoup de gens qui sont bilingues, que ça mettait une espèce de barrière de ne pas parler de tes problèmes de santé mentale dans ta langue maternelle. Déjà parce que t'as pas tout le vocabulaire, et de deux parce que c'est comme un filtre en fait. Et de trois parce que aujourd'hui je le sais, et les études l'ont montré, quand on parle une autre langue, c'est un peu comme si on switchait de personnalité. Donc je suis pas tout à fait la même personne quand je parle américain. Je suis beaucoup plus enjouée et je suis beaucoup plus au fait avec mes émotions. Et en fait, j'ai toujours associé mon langage émotionnel, ma façon de me comprendre avec l'américain. Mais parce que ça a commencé à ce moment-là dans ma thérapie, quand je suis allée la voir. Est-ce que j'ai des souvenirs concrets de ce qu'on me disait? Non, mais je voyais bien que ça faisait du bien, je voyais bien que j'essayais de comprendre que tout était noué à l'intérieur de moi, mais que je comprenais quand même rien. Et donc c'était vraiment pas si simple finalement, mais je voyais à quel point dans la famille, c'était ma famille américaine, vous voyez la chance que j'ai eue, hein. C'était absolument normalisé d'y aller toutes les semaines. Ma famille américaine payait pour que j'y aille. C'est vrai qu'avec du recul, j'hallucine en fait. Ce sont pas mes parents à moi qui ont payé, c'est ma famille américaine. Et donc vers 18, 19 ans, là, 17, 18, 19 ans, quand j'ai commencé, ça m'a marqué de me dire que toute une famille pouvait aller, des enfants aux grands-parents, aux oncles, tantes, non j'exagère, mais toute une lignée de familiale pouvait aller voir la même personne et discuter de problèmes quand il y en avait ou pas. Donc ça a été quand même ma plus grosse porte d'entrée sur la thérapie, et surtout, j'ai commencé à comprendre les émotions via les États-Unis. Je suis liée à vie à ce pays sur ma compréhension émotionnelle, alors encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et puis après, au cours de ma vie adulte, j'y suis retournée en 2013. Quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'allais pas très bien. Encore une fois, tout était... c'était un peu le brouillard à l'intérieur de moi. Je comprenais pas comment je fonctionnais, ce qui m'arrivait, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais toujours tendue, pourquoi j'étais un peu énervée. Bon, j'ai vu des psychologues que j'ai pas trouvé fantastiques. J'en ai vu 3 ou 4. J'y suis allée, pas allée. Bon. Et puis, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à voir quelqu'un qui m'a un peu commencé à m'apprendre des choses sur moi, mais bon, c'était encore trop flou, c'était encore trop le bazar à l'intérieur de moi. Je me rends compte que j'étais pas prête. J'étais pas prête pour recevoir des informations, j'étais pas prête pour comprendre vraiment qui j'étais, quel était mon fonctionnement, quel était mon attachement. J'avais aucune idée de la théorie de l'attachement à l'époque. Et ensuite, je suis allée voir une psychologue que ma sage-femme m'avait recommandée à l'accouchement, après l'accouchement, à l'arrivée de ma première fille, parce que vous le savez, sinon ce podcast n'existerait pas, ça a été le tsunami de ma vie. Et là, pour le coup, au bout de 3 mois, j'étais vraiment dans le dur. Et je me souviens, la sage-femme, au cours de prépa à l'accouchement, nous avait donné le numéro de cette psychologue. Et elle nous a dit, dites-moi si vous avez besoin, je l'appellerai pour vous. Et en fait, j'y suis allée. Et ma sage-femme m'avait dit, mais ça va pas trop? Je dis, non, tout va bien. Alors que ça n'allait pas du tout. Mais j'étais pas capable de dire que ça n'allait pas. Et donc, j'ai vu cette personne pendant 1 année, je pense. Déjà, j'ai trouvé que ça allait bien, que ça me faisait du bien et que je commençais à comprendre des choses. Alors, pas tout, mais quand même, c'était plutôt positif. Mais oui, j'en suis à ma 4e ou 5e personne. J'ai arrêté parce que voilà, je crois qu'il y a eu le confinement, il y a eu la vie. Et puis, après l'intensité des 2 confinements et le fait que j'étais enceinte d'un 3e enfant et que c'est au bout de ma vie, je me suis dit: «Il faut que j'étouffe, j'en peux plus». J'avais la sensation d'avoir envie de vomir à la maison, rien n'allait, j'étais vraiment trop mal, ça allait pas très bien avec Clément évidemment, avec mon mari, et donc je me suis dit: «Je vais aller voir une psy qui était juste à côté de chez nous». J'ai pris au plus simple. Et j'ai pas du tout aimé. Ça s'est pas bien passé, je voyais qu'elle était à côté de la plaque par rapport à mes aspirations, mes valeurs. Je savais beaucoup plus de choses qu'elle et ça m'énervait. Et donc là, il y avait pas d'alliance thérapeutique qui est fondamentale dans le fait de se sentir bien en thérapie. Il faut vraiment sentir que vous êtes en phase, que vous vous sentez enveloppé avec le ou la thérapeute, que c'est une personne en qui vous avez confiance et qui vient être en fait votre figure d'attachement dans ce lieu qui est la thérapie. Et donc, j'ai arrêté avec cette personne, mais j'allais pas forcément mieux. À ce moment-là, j'avais parlé de burn-out parental, patriarcal même, de burn-out patriarcal. Mais je comprenais toujours pas les dynamiques avec mon mari, ça allait très très mal.
Et puis bon, mon mari est parti en septembre 2022. J'avais accouché de ma dernière quelques mois avant, euh, même pas une année et demie avant ou 2 ans avant pour ma deuxième. Bon, bref, j'étais dans le dur, dur, dur de la petite enfance, je dormais pas. Et donc là, quand mon monde s'est écroulé parce qu'il est parti, il me fallait une bouée de sauvetage. Là, il fallait que je trouve quelqu'un qui m'aide à remonter la pente. Et heureusement, mais heureusement, j'ai trouvé cette personne formidable qui, pour celles et ceux qui sont venus à la retraite en octobre dernier, où il y avait plutôt sur le thème de la famille, mais vous l'avez rencontrée. Donc Elsa, elle s'appelle, elle a mon âge, à peu près ma génération. Et j'ai eu beaucoup de chance de la trouver. Pourquoi ? Parce que c'était la psy de ma meilleure amie, Chloé, qui travaille en ce moment avec nous. Et c'était une amie d'une de mes amies, elle travaillait dans le même cabinet. Donc elle m'a été recommandée via ce biais-là. Je ne savais pas si ça allait matcher, mais en tout cas, il fallait que je trouve quelqu'un. Et donc elle m'a prise sous son aile, on va dire. Et donc ça fait 3 ans et demi que je fais de la thérapie avec elle. Alors par exemple, là, ça fait quelques mois, je n'y suis pas vraiment allée, je suis allée pour mes enfants. Mais moi-même, j'y suis pas allée parce que ça va mieux. Mais en partie, cette personne, ma psy, m'a sauvé la vie. Pas seulement parce que j'allais très très mal, mais parce qu'elle m'a appris énormément de choses sur moi. Et je pense que c'est fondamental de trouver la bonne personne. On me demande tout le temps comment on fait pour trouver quelqu'un de bien. Je vous recommande, mais 100 fois de regarder comment la personne a été formée. Sur Doctolib, c'est écrit. Est-ce que ces personnes-là sont formées au psychotrauma ? Est-ce que ces personnes-là sont formées en EMDR, par exemple ? Bref, Elsa, elle est formée à tout ça. Elle forme les pros de la petite enfance. Elle est spécialisée dans la théorie de l'attachement. Et donc, c'est elle qui m'a introduite à toutes ces dynamiques en même temps que moi, je les découvrais, en fait. Moi, en thérapie, je pose énormément de questions. J'ai besoin de réponses, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin qu'on m'explique. Et donc, elle a été la personne adéquate qui a pu répondre à toutes ces questions que j'avais sûrement eues dans d'autres approches de thérapie avec d'autres personnes, mais je trouvais pas les bonnes réponses, ou en tout cas les réponses qui étaient adaptées pour moi. Et elle a vraiment compris ça dans mon fonctionnement. Et donc, avant de m'aider à quoi que ce soit, elle a déjà essayé de me stabiliser. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça, on a fait énormément de MDR. Donc, j'ai enregistré un épisode entier sur le MDR, sur les traumas avec un grand T, les traumas avec un petit T. Il est fantastique cet épisode. C'est avec une de ses collègues qui s'appelle Noémie Benamou. Donc je vous encourage, je vous mettrai les liens de l'épisode, à écouter son discours à Noémie pour comprendre. Et donc la thérapie, ça m'a permis en profondeur de comprendre qui j'étais en fait, de comprendre mon lien d'attachement, de comprendre mes réactions, de comprendre les cercles vicieux dans lesquels je m'étais embarquée avec Clément, de comprendre ma part de responsabilité, de m'aider à relativiser, à me sécuriser, me redonner confiance aussi parce que j'allais très 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 mal, m'aider à accepter de ne pas y arriver, de m'aider à accepter de ne pas comprendre, c'est très dur. On a fait énormément de chemin ensemble et comment dire que quand vous avez une pépite comme ça, mais il faut la garder. Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver des gens aussi bien formés, aussi bienveillants, aussi adaptés. Et on rigole, parce que moi, j'ai besoin de ça aussi en thérapie. Quelqu'un qui est neutre, qui est complètement blasé, qui dit rien, qui répond pas, qui partage rien de concret ou d'anecdotes de sa vie qui peut m'aider. Moi, j'ai du mal. Moi, la neutralité en thérapie, pour moi, ça me va pas. Moi, j'ai besoin aussi de comprendre que l'autre, il est un peu humain en face de moi. Mais ça, c'est chacun, parce que je sais aussi que tous les psys ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, la thérapie, pour moi, ça a été salvateur parce que, attention, en même temps, j'ai fait énormément de travail de mon côté. En fait, la thérapie, c'est quand même votre point d'ancrage, mais s'il ne se passe rien de votre côté ça va être compliqué d'avancer. Et moi, du coup, j'ai lu énormément de livres, je me suis intéressée au sujet de la théorie de l'attachement, je l'ai poncé, mais je peux vous dire dans tous les sens, parce que c'est ce que je dis à chaque fois, j'avais compris la théorie de l'attachement pour les enfants, mais je n'avais pas du tout compris ses répercussions sur l'âge adulte et sur nos façons d'interagir avec nos partenaires, avec nos amis, avec les gens au travail, avec tout le monde en fait. Et ça a fondamentalement changé ma vie. De comprendre tout ça, de reprendre la responsabilité aussi de mon rôle dans les dynamiques relationnelles que j'avais, de comprendre pourquoi face à certaines personnes je m'effaçais ou j'étais tétanisée ou terrorisée, pourquoi face à d'autres c'était pas le cas, de comprendre cette dynamique anxieux-évitant.
Et ça vous change votre état intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis apaisée parce que je me comprends. Oui, il y a des moments où je suis dans des cercles vicieux dans mes relations et j'ai du mal à m'en sortir, mais je sais que j'ai un point d'ancrage, je sais le comprendre. La thérapie, surtout quand il y a de l'EMDR, ça vient aussi sortir un petit peu les traumas qui vous bloquent. Ça vous aide juste à lâcher tout ce qui est ancré et en point de tension à l'intérieur de vous. Et puis, grâce à cette psy, j'ai pu aussi faire de la thérapie pour mes enfants, avec mes enfants, et ça a tout changé parce que c'est un cadeau pour elles. Et je le recommande encore 1000 fois, emmenez vos enfants en thérapie, même à un jour, même quand vous êtes enceinte. Parce que vos enfants, ils n'ont pas toutes les couches de mécanismes de protection que vous avez mis en place pendant les 35, 40, 30 dernières années. Eux, c'est tout frais. Donc eux, ça va vite. Eux, ils relâchent vite, c'est incroyable. Et puis aussi, ça a montré à mes enfants quand moi j'allais mal, ce que leur répétait beaucoup Elsa, c'est que c'était pas leur rôle de prendre soin de moi. C'était elle qui allait le faire, c'était d'autres adultes. Et donc ça aussi, ça leur enlevait la pression à mes enfants de se dire faut que je fasse tout bien pour que maman elle aille bien. Non. Et on n'était pas dans ce rôle-là. Elsa, elle m'a appris aussi à comprendre mon fonctionnement dans une autre facette de ma vie. C'est-à-dire qu'une fois, je suis arrivée en thérapie, je lui dis je viens de dire plein de choses. J'ai l'impression que je corresponds à beaucoup de symptômes du TDAH. Est-ce que ça vous... Je lui demande, est-ce que vous avez la sensation que c'est ça ou pas Alors oui, parce que je la vois. Et elle me dit, alors ça, j'en sais rien parce que je suis pas très calée. Elle me dit, en revanche, c'est marrant que vous ameniez ça parce que moi, je suis sûre que vous êtes HPI. Je dis, comment ça, c'est quoi HPI? J'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais intéressée. Elle me dit, vous avez un QI élevé. Je dis, pas du tout, je suis normale. Elle dit, non, non, non. Elle dit, non, non, je voulais pas vous en parler quand vous alliez très mal parce que c'était pas le sujet, parce que c'était pas intéressant, parce que vous aviez surtout besoin de vous sortir de ça, mais depuis le début, pour moi, vous avez un haut QI et c'est peut-être intéressant de vous faire tester. Elle dit, le TDAH peut-être, mais j'en sais rien. Et donc, en fait, c'est elle qui m'a donné déjà le numéro d'une neuropsy, qui m'a aidé qui m'a encouragée finalement à aller explorer cette voie-là de la neurodivergence. Et peut-être que si elle n'avait pas été réceptive et m'avait pas encouragée, j'aurais pas osé aller chercher plus et me comprendre. Et donc c'est génial parce que c'est quelqu'un de très réceptif. Quand j'ai eu les résultats, elle m'a dit oui, je me doutais bien que j'ai un QI élevé. Elle me dit super pour le TDAH, je vais me renseigner. Enfin voilà, c'est quelqu'un, quand on dit alliance thérapeutique, qui a essayé de comprendre avec moi ce qui m'arrivait et comment ça se passait. C'est aussi quelqu'un qui m'a pas jugée quand j'oubliais les rendez-vous parce que j'étais tellement dans le dur que c'était impossible pour moi d'être juste présente. Elle m'appelait, elle me disait pas vous avez encore oublié, c'était bon mais il y a pas de souci, on reprend. Elle me dit en revanche faut payer, ce qui est normal, hein. J'avais zappé la séance mais je lui avais pris 1 heure de son temps. Donc ça faisait du bien en fait d'être avec quelqu'un qui est vraiment enveloppant et qui comprend ce qu'on vit. Et puis Elsa, elle a pas peur de dire qu'elle aussi, elle est anxieuse dans la théorie de l'attachement et qu'elle comprend aussi pourquoi je peux être dans ces états-là. Que je trouve que pour moi, c'est rassurant de comprendre que son psy ou sa psy est humain ou humaine comme nous. Alors je dis encore une fois, tout le monde ne fait pas ça et tout le monde peut-être pas ne veut pas franchir cette barrière-là. Mais moi, ça m'a fait du bien et peut-être qu'elle a compris qu'à moi, ça me ferait du bien. Elle est marrante, donc forcément, moi, je trouve ça super d'avoir quelqu'un qui a de l'humour et qui prend du recul par rapport à ça. Et donc, au bout de 3 ans et demi, la différence, c'est que j'y vais plus toutes les semaines, alors qu'il y a un moment, j'y allais toutes les semaines et c'est un investissement de temps et d'argent, mais qui, je sais, va me servir pour le reste de ma vie. C'est-à-dire, pour moi, il y a un avant et après cette thérapie longue que j'ai faite, parce que tout a fait sens grâce à ça. Oui, j'ai fait énormément de travail de mon côté, ce n'est pas que la thérapie, mais ça a débloqué tout un enchaînement de connaissances que je n'avais pas capté avant. Ça a débloqué toute cette incompréhension que j'avais envers moi-même, toutes ces difficultés qui me mettaient dans un trou noir, dans un brouillard, dans une dureté aussi envers les autres, parce que je ne captais pas ce qui m'arrivait. Et je suis beaucoup moins comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si je le suis, c'est que je suis en fin de cycle et que tout m'oppresse et que le TDAH, le trouble dysphorique du syndrome prémenstruel prend toute la place. Mais c'est plus parce que je ne me comprends pas.
Et ça, c'est un cadeau magnifique que pouvez-vous faire et qu'on peut faire à nos enfants aussi. Pour moi, il n'y a rien de tabou à ça. Je sais que j'ai de moins en moins besoin d'aller en thérapie, mais je sais aussi qu'elle est là si j'ai besoin. Je sais qu'il y a des fois, je me dis « Ah là, ça va pas du tout, j'y arrive pas, j'ai besoin d'aller en thérapie. » Puis il n'y a pas de créneau, je sais pas, j'ai pas pris le temps. Et au final, j'arrive à débloquer la situation parce que j'ai acquis assez d'outils, parce que j'ai assez de confiance, parce que mon état général, il est revenu à la normale. Et ça m'a fait énormément de bien d'avoir ce porte-avions finalement, cette base sur laquelle j'ai pu reconstruire petit à petit les morceaux de moi. Et vraiment, la thérapie, c'est salvateur de A à Z. Et il faut tomber sur la bonne personne. Donc n'hésitez pas. J'avais lu quelque part, peut-être que c'est faux, qu'il faut 6 ou 7 personnes avant de tomber sur la bonne personne. Et moi, ça a été le cas. J'aimerais terminer cet épisode par vous dire quelque chose que vous pouvez regarder aussi, des séries qui sont incroyables sur la santé mentale. Pour moi, la meilleure, c'est Shrinking. C'est une série américaine qui est sur Apple TV, mais je crois qu'elle est sur Canal+ maintenant, avec Harrison Ford, avec Jason Segel et d'autres actrices et acteurs incroyables. Et c'est sur un trio de thérapeutes, de psy. Et on parle de santé mentale tout le temps dans cette série, mais avec un humour décapant. Et cette série, je l'ai découverte quand j'allais très très mal il y a 3-4 ans. Et elle m'a sortie aussi de mon marasme parce que j'ai vu un autre point de vue. Le fait de pouvoir parler de santé mentale sous le prisme de l'humour, sous le fait qu'il y a une communauté autour de personnes qui vont mal. C'est l'histoire d'un psy qui perd sa femme dans un accident de voiture et qui part dans des abîmes très très basses et qui remonte à la surface. Et on suit son épopée. Et c'est magnifique. Donc il y a aussi ça, la culture mainstream, elle peut aider parfois à franchir le pas pour la thérapie. J'espère que je vous aurai donné envie un petit peu, en 20 minutes, d'aller franchir le pas d'un cabinet d'une psy ou d'un psy. Il y a des psys comme Mélissa Vidal, dont j'ai fait l'épisode, qui propose de marcher aussi, d'aller dehors. Il y a de plus en plus de gens qui innovent et qui s'adaptent aussi à leurs patients, à leurs patientes. Et je trouve ça fantastique. Merci à celles et ceux qui font ça. Parce qu'on a besoin d'humanité dans la santé mentale. C'est primordial. Et donc, je fais un gros big up à tous les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, pédopsies qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des adultes et qui font un travail fantastique pour que la société aille mieux. Et ça, l'année 2025 avec la priorité sur la santé mentale, ça n'a pas apporté ses fruits encore. Mais vous avez le pouvoir d'aller en thérapie. Alors allez-y. Merci, prenez soin de vous. C'est pour ça que je dis ça tout le temps. Prenez soin de vous. C'est important. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose. Partagez ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.